La cuisine de l'exil est une rampe de corde pour s'orienter dans un monde nouveau sans casser le fil de l'ancien. Elle fut longtemps la seule fenêtre ouverte sur l'Algérie, abritée à l'intérieur des maisons. Les mets prenaient la place des mots qui se taisaient, prolongeant les jours en métropole. La cuisine était la transmission des femmes, les fêtes juives, les mariages, les naissances, un guide éclairé, marqué du sceau de l'identique, ce qui ne se ressemblait plus. Les visages restaient dans l'ombre. Pendant ce temps, ma grand-mère préparait imperturbable les plats traditionnels que personne à la maison ne désirait plus manger en nous disant ces mots de vérité, l'appétit revient en mangeant. Si vous aimez la cuisine, si vous aimez les traditions familiales et si vous êtes d'Algérie, eh bien restez avec nous. Vous allez adorer cette émission. En tout cas, vous allez adorer Marie-Claude Akiba Egueri qui nous vient avec un ouvrage incroyable. Ça s'appelle Bellara, cuisine et transmission de nos grands-mères juives d'Algérie. Un hommage à sa grand-mère, aux femmes de sa famille et bien sûr à la cuisine. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Est très content de vous recevoir. Vous m'avez énormément ému avec ce livre. Je crois qu'il parle à toutes les femmes, à toutes les filles et à toutes les petites filles, parce que la cuisine chez nous, c'est pas simplement manger. C'est vrai. Et les petits-fils. Et les arrière-petits-fils. c'est vraiment l'idée de la transmission. Alors, c'est un livre que vous avez écrit à 4 mains. C'est un livre qu'on a écrit à 4 mains avec ma sœur aînée, Renée, donc la deuxième autrice de ce livre, qui est, elle, un peu la gardienne de la tradition, après mes tantes, et ma mère et ma grand-mère. Et donc, je me suis dit qu'elle avait des trésors à nous délivrer. Oui, parce que c'est pas simplement un livre de recettes de cuisine, voilà. C'est bien plus que ça. C'est un livre qui raconte, c'est un livre de récits et de recettes. Chaque recette est accompagnée d'un récit et jusqu'à aller raconter l'histoire des Juifs d'Algérie à travers justement l'histoire de cette cuisine qui est pas ces passages d'un monde à l'autre, du monde arabo-berbère au monde espagnol, puisque les Juifs d'Algérie sont à la fois séfarades mais également berbères d'origine pour certains, hein. Et puis l'arrivée de la France et puis l'introduction de la cuisine française dans la cuisine des Juifs d'Algérie qui fait de cette cuisine une espèce de voyage à travers le temps qui a continué dans l'exil en France et puis qui continue à être questionné partout où nous sommes les uns et les autres, où nous atterrissons avant de voyager à nouveau. Alors, ce qui est super dans ce livre, c'est que, alors bien sûr, il y a des très belles recettes, il y a des photos, il y a un travail d'édition qui a été fait par l'éditeur Kéribus extraordinaire, franchement. Oui. Parce que on a l'impression que c'est un livre de recettes, justement. Oui, alors la rencontre avec l'éditeur a été vraiment une rencontre très belle parce que en fait il a saisi un message qui est pour une fois on raconte une histoire des Juifs d'Algérie et une histoire ensoleillée, une histoire qui donne le goût de la vie. Et oui, que la vie était belle à cette époque, et malgré tout. Voilà, et qu'en tout cas, la vie continue malgré. Il y a un peu quelque chose comme ça. Il y a quelques années, j'avais écrit un livre sur la disparition de mon père, hein, qui était un récit, L'enfant qui se taisait, qui était paru chez Gallimard. La disparition de votre père qui a été capturé en Algérie et tué en Algérie. Enlevé et assassiné en Algérie dans son village le jour qui a précédé l'indépendance de l'Algérie. Et à la fin du livre, je me suis dit, mais en fait, et les femmes. Alors, on parlait de ma mère dans ce récit-là, et je me suis souvenue de ma grand-mère. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que dans cette période si tragique, je me souviens de l'odeur des poivrons grillés sur le Kanoun, sur la terrasse d'Alger. Je me souviens des petites galettes qu'elle trempait dans le café très sucré pour me dire « Mange, ma fille, tu dois prendre des forces ».
Et là, je crois que c'est un hommage aux femmes, mais c'est un hommage aux femmes qui continuent c'est très très beau. Cette force de vie, elle continue aujourd'hui. Vous écrivez « Déposer la trace avant qu'elle ne s'efface pour que les futures générations n'oublient pas le visage de nos mères et de nos grands-mères ». C'est très puissant et c'est très beau, vraiment. Alors, c'est une histoire, bon, évidemment, on l'a compris, de transmission, forcément. C'est comme si, parce qu'on dit toujours, quand quelqu'un disparaît dans une famille, on a l'impression, au bout de quelques temps, que la personne est partie, c'est fini, quoi. C'est fini, mais ça, c'est quelque chose qui perdure au-delà des générations. Les recettes d'une maman, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, ça parle toujours, quoi. Oui. Et je crois qu'on a eu envie d'écrire ce livre avec ma sœur, parce qu'on l'a écrit à deux, après la disparition de la dernière de mes tantes. Les filles d'Armand de Bogary, ma grand-mère a eu 5 enfants, et les enfants ont disparu les uns après les autres dans l'ordre de naissance. Et la dernière tante est décédée il y a maintenant 2 ans. Donc il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus les petits gâteaux, il n'y avait plus les boulettes. Il n'y avait plus tout ça. Il n'y avait plus tout ça. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qu'on a ? Nous, on est là pour continuer à perpétuer ce qu'elles ont, elles, perpétué. Et puis, il y avait nos petits-enfants qui nous demandaient... j'ai une anecdote qui a aussi été un déclencheur, mais il y en aurait d'autres. Je raccompagne mon petit-fils qui est du Talmud Torah, pour la préparation de la bar mitzvah. Et il me dit, mamie, tu sais, aujourd'hui, on nous a demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'être juif ? Alors, j'ai pensé Israël, la Torah, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est les repas de fête chez ma grand-mère. Et là, je me suis dit, la transmission, on ne sait pas par quoi ça passe, mais c'est par là que ça passe aussi. Je trouvais ça très... Alors, il y a un très joli extrait, on va lire, vous allez le lire pour nous mettre un peu l'eau à la bouche et nous donner envie vraiment de lire ce très joli livre que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. La cuisine de l'exil est une rampe de corde pour s'orienter dans un monde nouveau sans casser le fil de l'ancien. Elle fut longtemps la seule fenêtre ouverte sur l'Algérie, abritée à l'intérieur des maisons. Les mets prenaient la place des mots qui se taisaient, prolongeant les jours en métropole. La cuisine était la transmission des femmes, les fêtes juives, les mariages, les naissances, un guide éclairé, marqué du sceau de l'identique, ce qui ne se ressemblait plus. Les visages restaient dans l'ombre. Pendant ce temps, ma grand-mère préparait imperturbable les plats traditionnels que personne à la maison ne désirait plus manger en nous disant ces mots de vérité, l'appétit revient en mangeant. Ouais, c'est vraiment très, très touchant. C'est vrai que on l'oublie parfois, mais ces femmes ont tout quitté, quoi. Elles ont été complètement transplantées dans un autre univers, la France, Paris pour certaines, la grisaille. Il fallait tout réapprendre. C'est une autre façon de manger, d'autres légumes, d'autres traditions. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors elles faisaient à manger, puis elles attendaient. Parce que tout le monde ne venait pas toujours, pas comme au village, pas comme en Algérie, elles attendaient. Mais il y avait toujours une marmite. Mais il y avait toujours une marmite. Ou quelque chose au frigo pour ceux qui pourraient venir. Oui, celui qui pourrait venir. Voilà, l'assiette en plus sur la table. Ouais. Et ça, c'était jusqu'au bout, ce qu'ont reproduit nos mères et ce qu'on reproduit quelquefois. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors ça, c'est le côté, on va dire, plein de sens de ce qu'est la tradition et ce qu'est la cuisine. Mais au niveau des recettes, on trouve quoi dans le livre ? Alors, on trouve toutes sortes de recettes. Celles que vous préférez. Alors, les recettes spécifiques de ma grand-mère et puis de cette région, parce que l'Algérie, c'est très régional. Voilà, les recettes ne sont pas les mêmes à Constantine, à Oran et à Alger, et puis elles se ressemblent en même temps, elles ressemblent à celles de Tunisie ou du Maroc. Bon, parce qu'on est dans la Méditerranée, on est dans le Maghreb. Mais alors, il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous étiez dans le sud, le sud de l'Algérie. Dans le sud, oui. Bogary, pour ceux qui connaissent. Et alors, il y a un plat qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est le couscous au beurre.
le couscous au beurre, on le trouve aussi à Oran. Voilà, on le trouve aussi à Oran. Voilà. Et le couscous au beurre, on le retrouve pas forcément dans toutes les familles, mais dans de nombreuses familles. Alors les enfants adoraient, ça c'est voilà. Avec le petit lait. Avec le petit lait, avec les raisins secs, avec les légumes sucrés, la courge, des fèves. Et ça, c'est vraiment, ça fait remonter. Et puis il y a toute une flopée de photos et de recettes de boulettes. Alors il y a une flopée de recettes de boulettes parce qu'on a été un petit peu puisé. D'abord, on a beaucoup parlé comme on parle aujourd'hui avec des amis qui disaient moi ma mère elle faisait ça et moi ma grand-mère c'était ça. Et du coup on s'est dit les boulettes c'est pas que les boulettes de Mémé de Bogary. On va aller demander aux amis quelles étaient les boulettes chez elles. Alors on a les boulettes de Mamie Couscous qui est une grand-mère du côté de mon mari. On a de ma belle-mère. On a les mandegas du côté de Mamie plutôt espagnol. C'est plutôt espagnol. C'est délicieux. Voilà. Au citron, etc. Voilà. C'est délicieux. Et donc on a comme ça un paysage de boulettes, comme on a un paysage de poivrons. Toutes les déclinaisons des poivrons, parce qu'on suivait les saisons. Donc il y a des poivrons séchés qui se faisaient l'été pour être mangés à Pessard. Alors, ce qui est génial dans ce livre, c'est que comme vous avez, on va dire, décrit, en tout cas récupéré des recettes d'une façon assez large, tous ceux et celles qui ne mangent plus les plats, malheureusement, de leurs parents décédés ou de leurs grands-parents décédés, vont pouvoir s'y remettre. Alors, il y a eu une expérience absolument magnifique. Il y a une journaliste qui est venue nous voir à Paris. On a fait un repas pour quelques amateurs journalistes pour faire parler du livre. Et une est venue nous voir et nous a dit « Ma mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. » Elle a ouvert le livre, elle a regardé les photos, et elle a retrouvé des souvenirs. Ouais, c'est beau ça. C'est très beau. Ouais. Elle a retrouvé des souvenirs à travers les photos. Donc il y a vraiment... je reviens au travail du livre. C'est vraiment... l'éditeur a fabriqué un écrin pour mettre tout notre patrimoine, notre matrimoine, je dirais. D'ailleurs, là, vous êtes arrêté sur cette photo. On va peut-être la montrer à l'écran. La photo d'une main qui forme des petits gâteaux avec un verre. C'est tout un imaginaire. Oui. C'est pas seulement le gâteau qui va sortir du four, c'est les heures qu'elles ont préparées, les enfants qui regardaient faire. C'est fou, quoi. Oui, le verre, le sieur, voilà, il y a quelque chose comme ça qui reste avec le dé pour faire le trou au milieu et le tour de main. Là, je crois que vraiment l'éditeur a voulu travailler, la photographe, sur tout le processus de la confection. Ouais. Mais c'était des femmes qui ne parlaient pas beaucoup. C'était des femmes qui ne parlaient pas et pourtant qui ne parlaient pas beaucoup. Ouais. Et pourtant, je raconte beaucoup de choses sur les secrets qui se racontaient dans les cuisines. Bien sûr, ça continue. Hein. Voilà. Et donc, on ne parle pas que de nourriture, on parle des enfants, on parle des enfants qu'on a perdus, on parle des filles qui ne sont pas encore mariées, on parle de tel mariage arrangé. On parle vraiment de choses très intimes. Ouais. Du sens de la vie. Des choses qui sont ratées. Du côté des femmes. Il y avait certainement des garçons qui traînaient là. Hein. Oui, bien sûr. Donc ça s'est passé aussi du côté des. C'est comme une course, enfin, comme si on faisait une course de fond et qu'on se transmettait tout ça avec la cuisine. Avec la cuisine, oui. Et sans rien dire. Et puis, sans la connaissance, c'est une transmission de la tradition juive. Bien sûr. Sans la connaissance, comme une connaissance inconsciente, je dirais, hein, voilà, qui est là, qui passe par la bouche. Hein, c'est-à-dire à un moment donné, je dis, la cuisine, c'est la Torah Béalpé. Enfin, on est dans quelque chose qui ne s'est pas écrit, qui maintenant s'écrit parce que sinon ça se perd. C'est pour ça qu'on l'écrit. Sinon, ça ne s'écrivait pas. Et qu'elles avaient quelque chose de très puissant du côté de la transmission du judaïsme. La première chose que faisait ma mère, je me souviens encore, c'est cet appel du jeudi en disant « Qu'est-ce que tu as préparé pour Shabbat ?» C'était très important. Il fallait être au point. Il fallait être au point. Et on l'appelait quand il y avait une naissance. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comme tradition, comme plat traditionnel pour cette naissance, pour cette fête. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on prépare ?
Comment vous êtes sentie quand vous avez terminé le livre ? Déjà très 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 heureuse d'avoir fait ce voyage avec ma sœur, parce que j'ai appris plein de choses, et elle aussi, parce que finalement on s'est chacun a sa famille, et on s'est plein un de peu choses séparés. sur votre famille commune. Plein de choses sur notre famille, plein de choses sur... ma sœur a été élevée par ma grand-mère, donc j'avais beaucoup de questions à lui poser sur cette vie au village que moi j'ai connue maman Petite. beaucoup trop petite. Ouais. Et donc elle m'a transmis avec beaucoup de générosité. Et puis j'ai appris que ça intéressait plein de monde. Bien sûr. J'ai appris que... Mais quand est-ce que tu vas nous apprendre ça, et quand est-ce que tu nous apprends les macroudes, est-ce que tu pourras faire un atelier macroude? J'ai appris des choses comme ça. J'ai appris que la génération qui nous suit et celle d'après, qui n'a pas connu l'Algérie, qui n'a connu que quelques récits de loin, eh ben, elle est drôlement intéressée. Même ici en Israël. Bien sûr, mais bien sûr. Ouais, ça parle à tout le monde. Ça, oui, c'est quelque chose d'essentiel et d'indicible. Et d'indicible, oui. On ne peut pas expliquer, mais voilà, c'est vraiment... c'est comme une langue, en fait. Hein. C'est aussi le lien familial, se retrouver autour d'une table. C'est quelque chose de très important dans le judaïsme. Ce ciment qu'est la famille, et ça passe forcément par ce qu'on mange. Ça passe par ce qu'on mange. Et puis, c'est la question des racines. Je crois qu'on le sait d'autant plus quand on est en vie ici. C'est-à-dire que les racines sont multiples. On vient tous d'ailleurs à travers un ancêtre aussi. Et ça, je pense que c'est important. On le retrouve dans la cuisine, on le retrouve dans les langues. Écoutez, j'ai été voir un concert d'une chanteuse israélienne, israélo-iranienne. Elle chante en iranien, l'iraz. Je me suis dit, on est là-dedans. On est dans quelque chose comme ça, qui fait que même en Israël, je ne suis pas étonnée que mes petites nièces me disent, mais alors, quand est-ce que tu nous ramènes le livre? Donc ça, je crois qu'il y a quelque chose dont la cuisine vient témoigner, je dirais. Vous croyez que ça aide à savoir qui on est, à avoir une colonne vertébrale, à savoir d'où on vient? Parce que je parle aussi à une psychanalyste, on ne l'a pas dit, mais voilà. C'est toute l'oralité. Quand on dit les boulettes de ma mère, c'est pas celle c'est pas celle qui est écrite dans le livre. Et ça, tout le monde pourra le dire. Les boulettes de ma grand-mère, c'est ce qui s'est transmis par la bouche. C'est l'amour. C'est l'amour, en fait. C'est l'amour, et puis c'est ce que goûte le bébé au sein de la mère. Quand les femmes disaient, donne-lui à goûter. Et puis que nous, les plus jeunes, on disait, mais pas du tout, il ne peut pas manger ça. Et puis elle mettait un petit bout juste pour le goût. Voilà, je dirais que le lait maternel, il est imprégné de tout ça. Alors, on pourrait dire ça. Elle mettait énormément de temps quand même à préparer tous ces plats. C'était très très long. C'est pour ça que peut-être la nouvelle génération n'a pas la même patience. C'est le rapport au temps. Je crois que le rapport au temps est différent, mais qu'on retrouve aussi dans les recherches des nouveaux cuisiniers aujourd'hui, qui vont aller chercher du côté de la cuisine asiatique ou autre, ils vont aller chercher justement tout ce savoir-faire qui est ancestral, comme ça. Alors après, il y a des aménagements. C'est sûr que les cigares sont délicieux avec les feuilles de briques, mais c'est pas la même chose. Si on a mis la recette des feuilles maison. Mais c'est pas pareil. La pâte feuilletée maison, c'est pas pareil. Bon, en tout cas, c'est vraiment un voyage. On va dire que ce livre est un voyage, franchement. Tout en couleur. Tout en couleur, voilà. Et avec plein de plats traditionnels, plein de recettes que les gens vont avoir plaisir à retrouver. Et puis aussi, tous vos textes très beaux. Donc, ça aussi, ça fait chaud au cœur. En tout cas, bravo pour ce livre. Bellara, donc votre grand-mère qui s'appelait comme ça. Cuisine et transmission de nos grand-mères juives d'Algérie. Merci d'être venue. Merci Cathy, vraiment de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là à Jérusalem, pour faire le pont entre le passé et le présent et le futur. Exactement, on ne peut pas dire mieux.